Au cours d'un épisode de I Love Lucy, il s'est passé quelque chose qu'aucun scénario, aucune répétition et aucun réalisateur n'aurait pu prévoir. Une scène a tellement déraillé que Lucille Ball et Vivian Vance ont rompu avec leur personnage de la manière la plus évidente qui soit. Elles n'ont pas gloussé poliment, ni essayé de se reprendre. Elles ont perdu le contrôle. Elles ont ri pour de vrai en plein milieu de la prise, le visage rougi, le timing brisé, le moment indubitablement sincère. Dans n'importe quelle autre émission, à n'importe quelle autre époque, cela aurait signifié une coupure immédiate, une remise à zéro, une autre prise. Mais à cet instant, les producteurs ont été contraints de prendre une décision qui aurait des répercussions bien au-delà d'un seul épisode. Arrêtent-ils les caméras et refont-ils la scène jusqu'à ce que le rire ait l'air professionnel? Ou laissent-ils les caméras tourner et capturent-ils quelque chose que la télévision ne s'était presque jamais autorisée à montrer? Ce qui s'est passé ensuite a stupéfié tout le monde sur la scène. Personne n'a demandé de couper. Les caméras ont continué à tourner. Le rire que vous voyez dans cette scène n'est pas un jeu d'acteur. Il n'est pas scénarisé, il n'est pas exagéré pour les faits. C'est une émotion brute, incontrôlée, deux interprètes, pris dans un moment si honnête que l'arrêter l'aurait détruit. Et il y a une raison plus profonde pour laquelle ils l'ont laissé rester. Ce moment a prouvé quelque chose de puissant, les spectateurs peuvent sentir la différence entre une comédie fabriquée et une vraie réaction humaine, et ils préfèrent la vérité. Bien avant que cette décision ne change ce que les sitcoms pouvaient être, Lucy et Daisy faisaient déjà des choix qui allaient discrètement remodeler la télévision elle-même. Dans 1951, avant la diffusion du premier épisode, le couple gagnait environ 5 000 $ par semaine. C'était un salaire respectable pour la télévision de l'époque. Mais ils voulaient quelque chose que CBS ne voulait pas payer, filmer l'émission sur une pellicule de 35 mm à Hollywood, au lieu de la diffuser en direct de New York ou d'utiliser des enregistrements en kinéscope de moins bonne qualité. Le tournage en 35 mm coûtait cher, bien plus que ce que CBS estimait nécessaire pour une comédie d'une demi-heure. Lucy et Daisy ont donc fait une proposition qui semblait presque téméraire. Ils ont accepté de recevoir un salaire hebdomadaire moins élevé s'ils pouvaient conserver l'entière propriété des épisodes filmés. Les dirigeants de CBS ont à peine marqué un temps d'arrêt. Les rediffusions étaient considérées comme sans valeur. L'industrie pensait que la télévision était jetable, qu'une fois qu'un épisode était diffusé, il était terminé. Qui voudrait jamais regarder deux fois la même émission, confiant qu'il n'y avait pas d'inconvénient, CBS a accepté sans hésiter. Cette simple décision a déclenché une révolution tranquille. Au cours de la décennie suivante, les 179 épisodes filmés de I Love Lucy ont été diffusés encore et encore dans tous les États-Unis. Puis ils ont franchi les frontières. Au début des 1960, ces mêmes épisodes avaient une telle valeur que Lucy et Daisy les ont revendus à CBS pour plus de 4 millions de $. Une baisse de salaire temporaire s'est transformée en une richesse générationnelle et tout le modèle commercial de la syndication télévisuelle est né. Les surprises ne s'arrêtent pas là. Avant que Vivian Vance et William Frawley ne deviennent des noms connus dans le rôle d'Ethel et Fred Mertz, Lucy avait d'autres personnes en tête. Elle voulait des acteurs en qui elle avait déjà confiance. Bea Benaderet et Gale Gordon avaient travaillé en étroite collaboration avec elle dans l'émission de radio My Favorite Husband de 1948 à 1950, et jouant un couple marié dont la synchronisation et l'alchimie semblaient se faire sans effort. Lucy et ses scénaristes pensaient qu'ils étaient parfaits pour la nouvelle série. Lorsque I Love Lucy est entré en pré-production dans 1950, et leur nom figurait en tête de sa liste. Puis, la réalité est intervenue. Les contrats. Benaderet était engagé dans The George Burns and Gracie Allen Show. Gordon était pris par d'autres engagements, à la radio et à la télévision. Tous deux ont dû décliner l'offre, même s'ils voulaient les rôles. Le temps a adouci cette déception. Gordon travaillera plus tard avec Lucy sur plusieurs de ses émissions suivantes, et Benaderet jouera dans Petticoat Junction de 1963 à 1968, Les rôles leur ont échappé, mais leurs carrières ont prospéré. Pendant ce temps, l'émission que Lucy et Daisy étaient en train de construire était sur le point de transformer la télévision de fond en comble. Lorsque CBS a accepté de lancer I Love Lucy, de nombreuses personnes
ont par la suite attribué à Desi Arnaz l'invention du système à 3 caméras. En réalité, le système a été affiné et perfectionné par le directeur de la photographie Karl Freund et le réalisateur Al Simon. Ils ont pris des techniques de studio existantes et les ont transformées en quelque chose de révolutionnaire. 3 caméras Mitchell BNC de 35 mm tournaient simultanément. L'une capturait les plans larges, les autres se concentraient sur les plans moyens et les gros plans. Les scènes se déroulaient en continu, sans s'arrêter, préservant ainsi le rythme et l'énergie. Pour ce faire, Desi loue des studios vétustes sur l'avenue Las Palmas. L'établissement est au bord de la faillite, mais le propriétaire leur permet de reconstruire 2 plateaux de tournage à partir de zéro. Des sièges pour environ 300 spectateurs sont installés tout en respectant les strictes normes anti-incendie. Une fois les travaux terminés, l'installation ne ressemble à rien d'autre à Hollywood. En 1952, l'industrie est stupéfaite. Un épisode complet de 20 à 22 minutes peut être filmé en 60 minutes de temps réel. Les acteurs conservent leur élan, les monteurs reçoivent des séquences impeccables, la comédie coule de source, la machine fonctionne. L'émission a débuté le lundi soir 15,1950 et 1, à 9h heure de l'Est, alors que les familles de toute l'Amérique s'installaient dans leur salon. En l'espace d'1 an, I Love Lucy atteignait plus de la moitié des foyers télévisés du pays. Sa première saison a obtenu un classement Nielsen de 50,9 avec une moyenne d'environ 23,3 millions de téléspectateurs. Aucune autre émission de l'époque n'avait jamais démarré de manière aussi forte. En 6 saisons de 1951 à 1957, la série est devenue le programme numéro 1 des États-Unis à 4 reprises. Lorsque le dernier épisode original a été diffusé en mai 1957, il a quitté l'antenne en étant toujours classé au sommet. Ce genre d'issue ne se répétera pas jusqu'à la fin du Andy Griffith Show en 1968, et plus tard de Seinfeld en 1998, Dix 9,1953, l'épisode Lucy Goes to the Hospital. Lucy va à l'hôpital qui montre la naissance du petit Ricky est diffusé. On estime à 44 millions le nombre de téléspectateurs, soit environ 71,7% de tous les foyers américains. Le lendemain, Dwight D. Eisenhower est investi dans ses fonctions de président. Son émission attire environ 29 millions de téléspectateurs. Près de 15 millions d'Américains de plus choisissent la naissance d'un personnage de sitcom plutôt qu'une véritable investiture présidentielle. 2 mois plus tard, les chiffres sont devenus presque incroyables. Le 8,1953, mars, un seul épisode a été regardé dans 72,6% de tous les foyers américains. Nielsen a enregistré environ 15,8 millions de foyers télévisés, soit plus de 44 millions de téléspectateurs pour une demi-heure de comédie. Si 3 voisins d'une même rue possédaient une télévision, 2 d'entre eux regardaient Lucy Ricardo ce soir-là. À cette époque, I Love Lucy n'est plus seulement une émission, c'est un rituel national hebdomadaire. Dans tout le pays, les gens rient au même moment dans leur salon ensemble. Pendant la saison de 1951 à 1952, CBS a mesuré une audience moyenne d'environ 23,3 millions de téléspectateurs par épisode. Un foyer télévisé sur 2 ayant un poste allumé regardait le même programme. À une époque où les Américains achetaient encore leur première télévision I Love Lucy, était déjà devenu un élément permanent de la vie nationale. Aucune autre nouvelle série du début des années 90 n'a réussi à atteindre cette combinaison de taille d'audience, d'impact culturel et de puissance durable. Les journaux spécialisés et les chaînes commencent à considérer Lucy et Desi comme des créateurs télévisuels d'un nouveau genre capable de rapporter des dizaines de millions à chaque fois qu'ils apparaissent à l'écran. L'argent le prouve en 1953, chaque épisode original génère environ $1 million de recettes publicitaires. En chiffres d'aujourd'hui, cela représente près de $11 millions pour un seul épisode comique de 25 minutes. Les annonceurs qui vendaient des cigarettes ou des articles ménagers étaient heureux de payer cela car l'émission pouvait placer leur message devant plus de 40 millions de téléspectateurs chaque lundi soir. Le visage de Lucy a commencé à apparaître partout sur des poupées, des bijoux, des lignes de vêtements, des bandes dessinées et même des promotions sur des meubles. Elle a créé l'un des premiers empires commerciaux basés sur la télévision.
La combinaison d'un taux d'audience élevé et d'un marché de consommation en pleine expansion a transformé cette série de sitcoms en un modèle de franchise télévisée moderne, qui gagne la plupart de son argent bien au-delà de l'émission elle-même. Lorsque Lucille Ball a appris qu'elle était enceinte à la mi-1952, la nouvelle n'a pas été aussi joyeuse qu'elle l'aurait espéré. Au lieu de se réjouir, elle est tombée dans la peur car les dirigeants de CBS ont failli mettre fin à l'émission. À l'époque, il était risqué de montrer une grossesse à la télévision car les gens craignaient d'offenser les téléspectateurs. Certains ont même dit que les familles cesseraient de regarder la série. Des réunions ont donc été organisées et une véritable tension a régné dans la salle alors qu'il était question de mettre fin à la série. Jesse Oppenheimer a refusé que cela se produise. Il a poussé et poussé parce qu'il croyait que la grossesse réelle de Lucy pourrait donner quelque chose de nouveau à la série. Après de nombreux arguments, il a finalement convaincu CBS de l'autoriser, mais seulement après avoir mis en place des règles strictes. Chaque script devait être vérifié par un prêtre, un rabbin et un pasteur protestant. C'était la première fois qu'une grande chaîne laissait apparaître une grossesse à l'écran. Et cela a changé la télévision d'une manière discrète mais puissante. Le temps a passé et d'autres règles sont apparues. CBS et Philip Morris ont créé un groupe si ferme que les acteurs n'avaient pas le droit de prononcer le mot « enceinte » ou que ce soit, pas même pendant les répétitions. Les gens devaient utiliser des mots plus doux comme « attendre » ou « avoir un bébé » ou le mot français « enceinte », mais il y avait une petite faille. Les titres des épisodes n'apparaissaient jamais à l'écran, de sorte que les journaux publiaient une liste intitulée « Pregnant Women are Unpredictable ». Les femmes enceintes sont imprévisibles sans enfreindre aucune règle. Cette petite astuce montrait à quel point la censure audiovisuelle pouvait être étrange, même lorsqu'une émission essayait d'aller de l'avant. Puis vint la nuit qui marqua l'histoire. Le 1953 janvier, Lucy donna naissance à Desi Arnaz Jr. par césarienne. Au même moment, un épisode intitulé « Lucy Goes to the Hospital », Lucy va à l'hôpital, fut diffusé dans toute l'Amérique. Plus de 44 millions de personnes l'ont regardé, soit 72% de tous les foyers du pays. Les cinémas ont même projeté l'épisode sur leurs écrans géants tant le moment était important. Elle a sauvé la série, prouvé que le public voulait de vraies histoires et façonné ce que la télévision pouvait devenir. Bien sûr, la série n'était pas parfaite. Dans une scène de boîte de nuit, une perche de microphone est tombée dans le cadre et y est restée pendant 53 secondes d'affilée. Il était suspendu au-dessus des acteurs sans que personne ne le remarque. Les débuts de la télévision étaient si rapides que les erreurs se glissaient facilement. Avec un seul microphone enregistrant, toute l'équipe se concentrait sur le son, pas sur l'image. La perche est donc restée. Les fans l'ont tout de même remarqué parce qu'elle a duré presque 1 minute entière. Il y a eu d'autres dérapages également. Pendant le pilote, Lucy courait d'une pièce à l'autre et un mur censé rester caché apparaissait. Une caméra a même roulé dans le cadre pendant une scène de téléphone. 3 caméras fonctionnaient en même temps à l'époque et il était difficile de les garder toutes invisibles. Le rythme du tournage ne laissait pas le temps de corriger ce genre de choses. Le moment est donc resté dans l'émission et s'est inscrit dans la longue liste des petites mais charmantes erreurs de l'émission. Parfois, ces erreurs étaient beaucoup plus importantes. Dans Lucy Learns to Drive, les voitures anciennes ne pouvaient pas rouler du tout. L'équipe a donc attaché d'épais câbles noirs à ces voitures et les a traînées jusqu'à l'écran. Les câbles se balancent dans les plans de façon bien visible, surtout lorsque les voitures bougent. Les versions haute définition rendent les câbles encore plus faciles à repérer, faisant de l'épisode un favori pour les fans qui aiment découvrir les vieux trucs de la production. Tous les moments inattendus n'étaient cependant pas des erreurs. Dans l'épisode de la moustache, Lucy s'est déguisée en homme pour se faufiler dans un club. En essayant de s'échapper, sa fausse moustache est tombée. Elle et Ethel ont éclaté d'un vrai rire soudain. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu dans le scénario. Mais la joie sur leur visage était si authentique que les producteurs ont gardé la cassette. Leur amitié et leur synchronisation sont apparues naturellement. Et ce moment est devenu l'un des bêtisiers les plus appréciés de toute l'émission. De petits changements se sont également glissés dans l'écriture. Le deuxième prénom d'Ethel a changé plus d'une fois, Roberta dans un épisode, Louise dans un autre et May ailleurs. Même le numéro de l'appartement est passé de 3B à 3D après l'arrivée du bébé. Et le nom de Desi Arnaz est apparu comme Desi Arnaz dans le générique de fin pendant toute une saison. Ces détails bizarres se sont transformés en anecdotes amusantes au fil du temps. Les premières sitcoms fonctionnaient rapidement.
et tout ce qui ne faisait pas la une restait souvent dans le journal par accident. Mais la plus grande secousse est arrivée en septembre 1953, lorsque le chroniqueur de Potin Walter Winchell a annoncé dans son émission de radio que Lucille Ball était communiste. Il a dit cela quelques heures avant le tournage devant un public en direct. La panique s'est emparée du studio instantanément. Les sponsors ont craint le pire. CBS a craint le pire. L'Amérique s'enfonce dans le rouge, et de telles accusations ruinent les gens du jour au lendemain. Lucille s'inquiète non seulement pour son travail, mais aussi pour sa famille. Elle a l'impression que le monde qu'elle a construit est sur le point de s'effondrer. La vérité remonte à 1936, quand elle avait 25, Lucy s'était inscrite sur les listes électorales comme communiste en Californie parce que son grand-père Fred Hunt, un socialiste convaincu, le voulait. Sa mère et son frère s'étaient également inscrits. Lucy n'a jamais voté communiste et son inscription s'est terminée au bout de 2 ans. Mais le FBI a trouvé sa déclaration sous serment dans 1952, Ils ont également trouvé son nom inscrit comme délégué du comité central du Parti communiste de l'État de Californie. Qu'elle ait pris ce rôle au sérieux ou non n'a plus d'importance. Ces documents existaient. Une fois exposés, ils ont alimenté la peur. Lucy avait déjà témoigné en privé devant l'AHUAC en avril 1952 et à nouveau en septembre 1953, Elle leur a dit qu'elle s'était inscrite uniquement pour faire plaisir à son grand-père. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait aucun lien avec le parti, qu'elle ne s'y intéressait pas et qu'elle n'avait pas l'intention de le suivre. L'UAC a accepté son explication et l'a innocentée. Mais une fois que l'histoire a été divulguée, les dégâts ont quand même eu lieu. Les gens chuchotent, les manchettes se font plus bruyantes et l'inquiétude la suit partout. J. Edgar Hoover lui-même examine son dossier, lit son témoignage et les anciens documents d'enregistrement. Elle a dit clairement aux enquêteurs qu'elle n'était pas communiste et qu'elle ne l'avait jamais été. Hoover a permis à la commission de l'innocentaire, mais a gardé son dossier ouvert, ce qu'il faisait souvent avec les personnalités d'Hollywood. Cela montre à quel point l'époque était tendue et à quel point l'attention se portait sur les artistes qui façonnaient l'opinion publique. Lorsque le scandale a menacé de noyer l'émission Desi Arnaz s'est avancé. Il a rassemblé la presse, la chaîne et les sponsors. Il s'est tenu dans sa maison et a défendu sa femme avec une réplique qui a résonné pendant des décennies. Il a dit que la seule chose lue à propos de Lucy était ses cheveux et que même ceux-ci n'étaient pas réels. Il a appelé Hoover qui a confirmé que Lucy était hors de cause. Desi a fait part de cette nouvelle à tout le monde et a ensuite accompagné Lucy devant le public. La foule s'est levée et les applaudissements l'ont submergé comme un sauvetage. À ce moment-là, la crise a pris fin, l'émission a survécu, la carrière de Lucy est restée vivante et la télévision a conservé l'une de ses plus grandes stars parce que quelqu'un qui l'aimait a refusé de laisser la peur l'emporter. Vivian Vance a senti quelque chose couler dans son estomac le jour où elle a appris qu'elle serait associée à William Frawley dans l'émission I Love Lucy. Dans 1950 et 1, elle était 42, il était 64, L'écart d'âge l'a gênée dès le début et elle ne l'a pas bien caché. Elle a plaisanté avec les producteurs en leur disant qu'elle allait se marier avec ce vieux schnock et dans son dos, elle l'a traité de vieille crotte. Frawley a entendu les murmures et il a répliqué sans hésiter. Il l'a traité de vieux gros cul et l'a répété si souvent que c'est devenu une partie du rythme quotidien sur le plateau. Leurs insultes venaient comme une horloge, mais quand la lumière de la caméra devenait rouge, ils se glissaient dans la peau d'Ethel et Fred, comme si de rien n'était. Entre les prises, le silence, pas de contact visuel, pas de bavardage, juste un espace froid qui s'étendait entre eux pendant que l'équipe faisait semblant de ne pas le remarquer. Des années plus tard, Greg Oppenheimer a expliqué à quel point Vance était en colère à cause de la différence d'âge et à quel point elle détestait l'idée que le public pense qu'elle était à sa place avec lui. Elle s'est même moquée de Fred en l'appelant OL Fat Freddy pendant les épisodes. Chaque coup a approfondi une blessure qui n'a jamais cicatrisé pendant les 7 années qu'a duré la série. Même lorsque I Love Lucy s'est terminé à la fin des années 1950, l'amertume n'a pas disparu. Les producteurs ont parlé d'une série dérivée autour de Fred et Ethel. Frawley s'est enflammé à l'idée. Cela semblait être un moyen de maintenir sa carrière en vie, mais Vance a rejeté cette idée dès qu'elle l'a entendue. Elle a dit qu'elle préférait prendre sa retraite plutôt que de travailler seule avec Bill Frawley. Elle croyait aussi que les Mertz ne fonctionnaient que parce que Lucy et Daisy s'interposaient entre eux. Sans cela, elle pensait que l'émission s'effondrerait. Son refus a tué le projet en quelques secondes.
Elle a même refusé un chèque de bonus pour ne pas se retrouver à nouveau à ses côtés. En 1975, lorsque quelqu'un l'a interrogée à ce sujet dans le Dinah Shore Show, elle a souri et a dit qu'elle n'avait pas de regrets. Le pire moment s'est produit au début de l'émission. Frawley a entendu Vance se plaindre aux producteurs de leur différence d'âge en 1952. Elle avait dit que le public n'accepterait jamais qu'elle soit la femme de ce vieil homme. Ces mots l'ont frappé plus fort qu'elle ne le pensait. Il avait passé des décennies dans le vaudeville et s'attendait à être respecté, pas humilié. Après ce jour, il a cessé de lui accorder le bénéfice du doute. Ses insultes sont devenues plus vives et plus personnelles et l'atmosphère sur le plateau s'est refroidie. Les gens ont chuchoté à propos de cette dispute pendant des années. Desi Arnaz a dû inscrire des règles strictes dans le contrat de Frawley, stipulant qu'il serait renvoyé s'il se présentait en état d'ébriété. Malgré cet avertissement, il continue à boire souvent. Ses mains tremblent tellement pendant les scènes qu'il les garde dans ses poches pendant les prises de vue. Les membres de l'équipe se plaignent de ses sautes d'humeur et de ses brusques accès de colère. Arnaz a même engagé quelqu'un pour aller le chercher à Nicodel, un endroit où il se rendait trop souvent. Tout le plateau ressentait le poids de sa dépendance. Pourtant, il parvenait toujours à se montrer à la hauteur une fois que la caméra tournait et Arnaz la gardait parce qu'il était si bon et parce qu'il avait un faible pour lui. Lorsque Frawley est décédé d'une crise cardiaque le 3,1966 mars, la nouvelle a circulé rapidement. Vivienne Vance dînait avec des amis lorsqu'elle l'a appris. Au lieu de s'arrêter dans la tristesse, elle a levé son verre et a dit champagne pour tout le monde. Les personnes présentes à la table la regardent fixement ne sachant que dire. Les journalistes l'appellent, mais elle refuse de parler de lui et reste à l'écart de tout événement commémoratif. Elle garde le silence pendant des années. Des membres de l'équipe et même des membres de la famille de Frawley ont confirmé son refus. Cela a stupéfié les fans qui avaient suivi les deux amoureux à l'écran pendant cette saison. Vance avait fait sa dernière déclaration sans un mot d'affection. Au même moment, une autre tempête s'est levée autour de Desi Arnaz. Dans les années où I Love Lucy régnait sur la télévision de 1950 et 1 à 1957, Scott Bowers affirmait qu'il arrangeait 2 ou 3 femmes par semaine pour Desi. Bowers a commencé comme pompiste et a fini par devenir l'un des arrangeurs secrets d'Hollywood. Selon ses 2012 mémoires, Desi aimait toutes les jolies filles qui couchaient rapidement et la plupart des femmes ne savaient pas qui il était. Le rythme s'est à peine ralenti, alors même que la célébrité de Lucy explosait. Des journalistes et des biographes ont par la suite étayé certaines parties de l'histoire de Bowers, donnant ainsi du poids à ses affirmations. Lucille Ball a fini par confronter Bowers lors d'une soirée au milieu des années 1950. Elle s'est approchée de lui et lui a crié « Comment oses-tu être le proxénète de Desi devant tout le monde ?» Les rumeurs s'accumulaient depuis des années et ce moment a été ressenti comme une explosion de pression qui s'échappait enfin. Bowers a dit qu'il était embarrassé, mais il a continué à insister sur le fait qu'il n'avait fait que répondre à des demandes. Des écrivains enquêtant sur le monde souterrain d'Hollywood confirmèrent plus tard cette confrontation et la qualifièrent en d'une des rares fois où Lucy reconnut son infidélité à haute voix. Puis vint le numéro de janvier de Confidential Magazine 1955 avec son titre « Does Desi Really Love Lucy ?» L'article affirmait qu'il utilisait des poupées de mœurs et décrivait un incident à l'hôtel de Beverly Hills où un ami avait commandé 2 cuties à point. Confidential comptait plus de 5 millions de lecteurs à son apogée, de sorte que le scandale s'est répandu partout. Le magazine a fait l'objet de procès pour toutes sortes de révélations sur les célébrités, mais l'atteinte à la réputation de Desi est restée. Les gens ont parlé de l'article pendant des années. En 1977, Desi a finalement parlé de lui-même dans ses mémoires « A Book ». Il a écrit que Lucy et lui étaient tous deux infidèles. Il a admis que leur vie amoureuse s'était effondrée au fur et à mesure que les disputes se multipliaient et qu'ils cherchaient tous deux du réconfort ailleurs. Il a déclaré qu'ils n'avaient pas dormi dans leur chambre principale depuis près d'1 an à la fin de l'année 1950. Son honnêteté a surpris les gens car les stars de l'époque révélaient rarement des vérités aussi douloureuses. Les biographes considèrent souvent ces mémoires comme la fenêtre la plus claire sur l'effondrement de leur mariage. Leur fille, Lucy Arnaz, a décrit plus tard les liaisons de son père comme un problème très unique et bizarre. Elle a déclaré qu'il aimait profondément Lucy et sa famille, mais qu'il ne pouvait s'empêcher de courir après d'autres femmes.
Lucy a compris ce cycle, mais elle a fini par ne plus pouvoir le supporter. Leur divorce en 1960 a mis fin à des années de disputes. Lucy se souvient que la vie s'est améliorée par la suite parce que la tension a enfin cessé. Ces réflexions montrent à quel point l'infidélité a façonné l'univers émotionnel de la famille. Derrière tout ce drame, Lucy et Daisy ont continué à prendre des décisions révolutionnaires. Dans 1950 et 1, ils ont accepté de réduire leurs salaires hebdomadaires de 5 000 à 4 000 $ pour pouvoir tourner I Love Lucy sur pellicule au lieu de le diffuser en direct. CBS ayant refusé de payer le tournage, Lucy et Daisy ont proposé d'accepter la réduction à condition de rester propriétaires de tous les épisodes filmés. Cela leur a permis d'obtenir 80% des droits de propriété. En 1953, leur salaire est tombé à environ 2 000 $ par épisode, mais le pari est réussi. La série devient un succès national, et le fait de posséder des épisodes fait de plus que des vedettes, cela fait d'eux des pionniers. En 1960, ils revendent les droits de syndication à CBS pour 4,5 millions de $, soit environ 40 millions de $ aujourd'hui. Leur société Desilu Productions continue de se développer pour devenir une force majeure. Ils tournent tout sur des pellicules de 35 mm, ce qui est coûteux mais parfait pour les rediffusions. Ils ont contribué à lancer The Untouchable en 1959 et The Andy Griffith Show en 1960, lorsque Daisy a quitté Desilu en 1960, Lucy a racheté ses parts pour 3 millions de $ et est devenue la première femme à diriger un grand studio de télévision. Sous sa direction, Desilu a lancé Star Trek en 1966 et Mission Impossible la même année. Les deux émissions sont devenues des géants qui ont rapporté des milliards de $. I Love Lucy refuse toujours de disparaître. Plus de 66 ans après ses débuts, des millions de personnes la regardent en streaming chaque année. Rien qu'aux États-Unis, environ 40 millions de téléspectateurs regardent les rediffusions chaque année. Lorsque CBS a diffusé une émission spéciale de Noël en couleur dans 2013, plus de 6 millions de personnes l'ont regardée. Lors de la première diffusion, près de la moitié des foyers télévisés ont regardé l'émission. En 1953, l'épisode de la grossesse a atteint 44 millions de téléspectateurs, soit environ 72% des foyers. La série a été traduite dans des dizaines de langues et diffusée dans plus de 100 pays. En 6 saisons d'octobre, 15, 1950 et 1, à mai 6, 1957, la série a produit 179 épisodes. Elle a remporté 5 Emmy et a façonné l'avenir de la télévision en prouvant à quel point les sitcoms filmés et les rediffusions pouvaient être puissantes. Le modèle qu'ils ont créé permet toujours aux studios de gagner de l'argent des décennies plus tard. La portée de la série s'est étendue au monde entier et elle continue d'attirer de nouveaux fans chaque année. L'héritage de Lucy s'est encore accru lorsqu'elle a vendu Desilu à Paramount en 1967 pour 17 millions, soit environ 156 millions en monnaie d'aujourd'hui. Elle avait passé des années à diriger le studio, à lancer des émissions et à fixer des normes pour l'industrie. Ses décisions en matière de production de propriété et de syndication ont contribué à façonner la télévision telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les gens la considèrent toujours comme l'une des figures les plus influentes de l'histoire du divertissement et les spectacles pour lesquels elle s'est battue continuent de résonner dans tous les coins de l'industrie.